Euh, donc, ce qu'on s'est dit, dans le fond, pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous étiez au courant, probablement, mais dans le cadre, dans le fond, de la rédaction du guide de l'EIR en 2011, et puis c'est une réflexion que Stéphane avait depuis un petit bout aussi. L'idée, c'était de refaire les... Oh, j'ai une livraison de petits chocolats. Euh, L'idée, c'est de faire un nouveau regroupement des principes de collaboration de connaissances parce que, initialement, il a écrit par Scadamalia, c'était 12 principes qui existent toujours, mais qui, souvent, ça peut peut-être faire un petit peu lourd pour les diffuser, pour la compréhension par les élèves, entre autres. Et puis, donc, dans le but de simplifier un peu les choses, Stéphane a procédé avec l'équipe de rédacteurs à une réorganisation, dans le fond, une recombinaison des principes en 5 nouveaux regroupements pour que ce soit un petit peu plus, peut-être un peu plus facile à véhiculer et à diffuser. Euh, donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, probablement, si vous êtes déjà familier avec les principes de collaboration de connaissances, ben, ça va être un petit peu du réchauffé, mais du moins, on peut poursuivre la réflexion justement par rapport avec les élèves, là, comment on peut les présenter aux élèves. Alors, on a le retour de Stéphane. Est-ce que le son va être meilleur? Hop, prise 2, est-ce que ça semble mieux comme ça? Oui, beaucoup mieux, en tout cas de mon côté. Pour les autres. Bon, ben, en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement débranché mon écran et je suis de retour strictement sur le portable. Donc, c'est pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème là, avec le micro de mon écran, tout simplement. C'était, je dis un peu que dans le cadre, dans le fond, de la rédaction du guide, et c'est une réflexion qui est déjà amorcée avant. L'idée, c'était de faire une nouvelle combinaison des 12 principes originaux de Scardamalia pour que ça soit peut-être un petit peu plus facile à véhiculer, à présenter aux enseignants, et aux classes, aux élèves, notamment. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Puis, au risque peut-être que ce soit du réchauffé pour ceux qui sont déjà familiers avec les mais du moins, on va procéder, puis au moins, ça sera une occasion de réflexion. Donc, c'est un peu essentiellement ce que je disais pendant ton absence. Collaboration. Sachant évidemment qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, on se concentre vraiment sur la collaboration, mais en sachant que oui, le KF peut être utilisé là, à d'autres fins que de la collaboration. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le focus qu'on prend, c'est-à-dire l'utilisation du KF pour cette vocation première-là, si je peux dire, parce que c'est un outil qui a été spécifiquement conçu pour soutenir là, cette démarche-là. Alors, ben écoutez, on voulait peut-être lancer là, un peu là, l'échange avec vous pour, comme on dit souvent dans le milieu de l'éducation, activer un certain nombre de connaissances antérieures, puis vous donner un peu la parole aussi pour essayer de cerner dans un premier temps ce qu'on entend par coélaboration. Donc, quelles sont, par exemple, les caractéristiques de la coélaboration? Qu'est-ce qui la distingue d'autres activités que vous pouvez faire vivre à vos élèves. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut jeter là, certaines premières idées pour essayer là, de bien cerner là, ce concept-là de coélaboration. Lancé, puisque le silence était. Alors, coélaboration, moi je dirais socio-constructivisme, donc utiliser ses pairs, utiliser son réseau, réfléchir ensemble pour élaborer donc des connaissances et aller plus loin. Moi, c'est ce que je dirais. Et les principales caractéristiques, ben, c'est le fait d'être ensemble pour pouvoir pour permettre d'aller plus loin. Puis, qu'est-ce qui la distingue de d'autres activités? Je pourrais dire aussi que c'est en évolution. Donc, ce qu'on désire, c'est que les élèves, à force d'échanger, ben, ils vont nécessairement plus loin que leur point de départ. Ils s'enrichissent mutuellement. Voilà.
OK. Puis la dimension d'avancement des connaissances, vous la voyez de quelle façon? La voyez-vous de façon plus individuelle? Est-ce que c'est collectivement, chaque élève avance à sa façon? La voyez-vous plus collective? France, Vincent, Jean-René, comment vous voyez ça? Christian? Moi, je dirais toutes ces réponses, Stéphane. Je pense que tu t'attendais à ça. Je pense que c'est individuel, collectif. C'est aussi par une bonne guidance là, de l'enseignant qui veut amener aussi ses élèves plus loin, qui a des cibles aussi, qui favorise un contexte pour que euh, le tout se développe, hein, un contexte propice à l'élaboration de nouvelles connaissances. Donc, en offrant des outils aussi pour permettre qui portent la réflexion. Je pense que c'est toutes ces réponses-là. J'espère que l'individu autant que le groupe en bénéficie. Je pense que c'est le but aussi de s'amuser avec le réseau. Tout à fait. Ben, je pense en effet, il y a. Oui, vas-y, Christian. Ben, je dirais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'au au départ, quand on a commencé à avoir cette notion-là avec c'est Thérèse qui nous l'a introduite quand j'étais en stage en enseignement secondaire, je dirais que ce qui m'a frappé un peu au départ, c'était la dimension plutôt collective là, qui était à l'avant-scène plus que jamais euh, par rapport un peu à ce qu'on fait plus traditionnellement, de façon plus classique, le fait que ce soit plus démocratique, puis un peu plus donner la place aux élèves pour choisir les objectifs ou les questions sur lesquelles on veut travailler. Donc, il est comme vraiment en contraste un peu avec le curriculum qui est tracé un peu d'avance, qu'il faut suivre. Mais là, c'est comme l'envers, là, je sais pas quel côté de la force, là, mais l'autre côté de la force, où c'est l'élève qui a beaucoup de place dans le choix des directions, des questions à investiguer. Puis aussi la dimension de la différenciation sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, mais le fait qu'on laisse de la place plus aux élèves à prendre leur temps. Si on utilise un outil comme le COEF justement pour concrétiser la collaboration de connaissances, ben il y a un petit peu plus on respecte un peu plus le rythme des élèves dans la lecture, écriture, puis aussi, ben, justement, comme je disais, au risque de me répéter, dans le choix des questions à investiguer. Donc, c'était ma petite intervention pour le moment. Revenus qui peuvent être forts. J'ajouterais par rapport à ça, moi, je pense qu'on s'entend assez bien par rapport à la dimension collective, de collaboration aussi qui est inhérente à la coélaboration de connaissances. Euh, Moi, je suis bien d'accord aussi avec toi, France, quand tu mentionnes que l'individu, à travers ça, apprend des choses qui vont lui être personnelles. Je dirais une nuance à faire par rapport à la coélaboration, c'est que son ultime but, si je peux dire, c'est vraiment l'amélioration d'idées collectives. Et moi, en tout cas, en 10 ans, je n'ai pas encore trouvé une meilleure métaphore que la métaphore d'équipe de recherche pour l'illustrer. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez, mais bon, c'est peut-être une métaphore qui me plaît bien parce que moi-même, je fais de la recherche, fait que j'utilise une métaphore qui me parle. Mais essentiellement, dans le fond, ce qu'on veut amener les élèves à faire, c'est travailler un peu comme une équipe de recherche le fait, c'est-à-dire une équipe de recherche, qu'est-ce que ça fait? Ça cherche à avancer les connaissances de son propre groupe. Et ultimement, hein, au niveau de la recherche de pointe, ben, c'est avancer les connaissances du monde entier, mais évidemment, en coélaboration de connaissances, dans une classe du primaire et même du secondaire, on ne s'attend pas à ce que des élèves puissent faire avancer le savoir de l'humanité, encore qu'il y a certains cas qui sont survenus qui peuvent être fort surprenants. Mais évidemment, on ne s'attend pas là, à ce que les élèves réinventent ou inventent le monde comme tel. Mais l'idée derrière le concept de collaboration, c'est tout de même d'avoir une classe ou des classes, lorsqu'elles travaillent en réseau, dont le but
et réellement de faire avancer ce qu'ils connaissent globalement. Mais c'est clair qu'un peu comme tu disais, France, tout à l'heure, à travers cet effort collectif-là, ben, chacun y participe d'une façon ou d'une autre, hein, un peu comme Christian, tu le mentionnes quand tu parles de différenciation. Tous les élèves n'ont pas nécessairement la même chose dans ce travail-là. Et c'est clair qu'en ce sens-là, chacun va apprendre ou risque d'apprendre des choses différentes, mais le focus central, je dirais, de la coélaboration est vraiment la dimension, l'avancement collectif, si je peux dire. Commentaires, ajouts, Jean-René, Vincent aussi. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend premièrement? On m'entend? Excellent. Alors, j'ai malheureusement, dans le patouillage que j'ai dû mener pour réussir à me faire entendre, puis à regarder, à voir les autres et à me faire voir les autres, j'ai perdu un petit peu la discussion. Mais ce que j'ai retenu de l'idée collective, si au secondaire, on avait la possibilité de faire avancer les connaissances, je ne sais pas, j'irais jusque-là, mais j'irais certainement jusqu'au fait qu'une idée travaillée collectivement peut changer la perception d'une idée. La perception d'une idée ou d'un concept. C'est plutôt là-dessus que je me fie. C'est pourquoi je vais travailler avec le KF ou la collaboration. En fait, ça. C'est rechercher les idées collectives, les images collectives, les allégories qui pourraient faire en sorte que les perceptions peuvent changer. Qu'il y ait finalement un meilleur amalgame des idées ou des concepts qui peuvent se donner. Oui, France? De te couper, Stéphane, mais super, Jean-René. Moi, je reviens sur le bout. Tantôt, vous avez parlé de changer les perceptions, puis on a parlé de différenciation. Ce que je trouve vraiment formidable quand il y a un échange à l'écrit, c'est que surtout au secondaire, ben on le voit aussi au primaire parce que je suis une fille du primaire, mais il y a une question d'égalité des chances ou de non-popularité ou je sais pas trop là, qui fait que en classe, lorsqu'on échange, c'est souvent les mêmes qui parlent. Et ceux qui sont les plus doués pour, par exemple, communiquer à l'oral, au secondaire, c'est ça aussi, hein. Et là, en tout cas, la collaboration à l'écrit permet à tous, donc, une égalité des chances pour pouvoir amener, enrichir le propos. Ça me plaît, puis c'est une approche aussi que je crois que les enseignants ont plaisir à mettre en place dans la classe parce que c'est une chance, de pouvoir avoir accès à la voix de tous. Tout à fait. Puis quand tu parles comme ça, tu es carrément dans un des principes, justement, qui est celui qu'on a tendance à appeler celui de la démocratisation, à quelque part. Tu sais, on en parle beaucoup en termes de démocratisation des connaissances, c'est-à-dire pouvoir, oui, avoir accès à ce qui existe, mais aussi un peu plus, comme tu viens de le mentionner, pouvoir aussi participer. Puis participer non pas en fonction d'un rythme qui est imposé, d'une espèce de rythme moyen qui finalement convient à tout le monde et à personne en même temps, mais vraiment d'y aller à son propre rythme. Là. Donc, je trouve que ça rejoint vraiment un des principes à la base de ça. Parler en termes d'artefacts publics. Christian, veux-tu ajouter quelque chose, poursuivre? Pour l'instant, j'ai rien à ajouter pour l'instant. Je te laisse poursuivre ici. Puis je vais te laisser. Après ça, je pense que je vais peut-être avoir une question par rapport à cette diapo-là. Mais je te laisse poursuivre. Oui, peut-être un dernier mot à propos de une dernière précision oui, par rapport à la coélaboration. On vient d'en parler beaucoup en termes de processus. Hein. C'est un processus d'avancement d'idées collectives. Moi, je dirais le produit qui peut ressortir d'un processus de coélaboration.
Moi, j'aime bien en parler en termes d'artefacts publics en comparaison avec le savoir individuel. Tu sais, lorsqu'on va à l'école, la plupart du temps, l'évaluation se fait, on la fait de façon individuelle parce qu'on veut justement que chaque élève atteigne ou développe ou acquiert un minimum de connaissances jugées importantes finalement. Donc ça, cette dimension d'apprentissage-là demeure très importante, mais ultimement, lorsqu'on est en situation d'apprentissage, d'habitude à l'école, les connaissances qui sont développées par les gens sont des connaissances qui sont dans leur tête. Les savoirs, évidemment, que ce soit des savoirs déclaratifs, procéduraux, même si les savoirs procéduraux nous amènent à poser des gestes, ben, demeurent quand même des savoirs qui sont individuels, qui sont encodés à quelque part dans l'individu. Alors que quand on parle plus de la coélaboration de connaissances, ce qu'on a en plus de ça, c'est-à-dire ce qu'on a en plus des différents savoirs ou des différentes connaissances individuelles, ce qu'on a en plus en coélaboration de connaissances, ou ce qu'on devrait viser à avoir, euh, ce sont des artefacts justement qui sont publics. Et moi, quand je pense à artefacts publics, par exemple, ce sont des connaissances qu'on retrouve dans des livres, dans des encyclopédies, que ce soit Wikipédia, donc des savoirs qui sont disponibles à l'ensemble de l'humanité ou à certains groupes. Et l'image que vous voyez, par exemple, ici en bas à gauche, ça, c'est un bel artefact qui a été conçu par une classe du secondaire qui s'interrogeait sur, je crois, la question de l'eau, qui ont vécu un processus de coélaboration, puis en bout de ligne, ils se sont dit, ben voici, nous, ça fait X temps qu'on travaille sur cette question, voici ce qui ressort en termes de savoir public, de notre démarche, de notre processus. Et c'est l'idée de partager ça à une communauté élargie. En recherche, par exemple, nous, les équipes de recherche, on a tendance à écrire des articles, que ce soit des articles professionnels, scientifiques, pour communiquer ça à d'autres chercheurs. Mais l'idée derrière une démarche de coélaboration adaptée à des classes, ben, c'est peut-être, par exemple, de se servir du web pour diffuser les découvertes faites dans une classe. Et moi, ce que je trouve intéressant lorsqu'on fait ça, c'est que ça donne un sens accru à la démarche d'apprentissage des élèves. C'est-à-dire les élèves, d'habitude, lorsqu'ils ont un produit à faire, bien, ce produit-là est destiné essentiellement à l'enseignant qui va l'évaluer, qui va mettre une note. Cette note-là va aller au bulletin. Mais lorsqu'on est plus dans une démarche de coélaboration, oui, il va peut-être avoir évidemment cette démarche d'évaluation-là, mais en plus, on va chercher à communiquer l'avancement de nos connaissances à un public un peu élargi. Et je pense que c'est là où la mise en réseau prend un sens accru. Donc, à vous la parole. Question. Par rapport à ça, je me disais, tu sais, une fois, Scardomalia, il mettait en opposition un peu knowledge building avec learning, dans le fond, si je comprenais bien, c'était surtout au niveau justement de la définition des objectifs, hein. Je crois que, euh, si je ne m'abuse, c'était quoi peut-être la précision là-dessus, qu'on disait de savoir individuel, je pense un peu ce que tu expliquais, mais je pense que pour eux, l'apprentissage, c'est comme un peu plus des objectifs individuels uniquement, alors que le knowledge building, la collaboration de connaissances, c'était vraiment la définition d'objectifs. Pas d'objectifs, mais de buts vraiment collectifs là, à l'avant-scène, avant tout. Est-ce que là-dessus, te souvenais-tu un peu de la façon qu'il l'expliquait? Des artefacts. Je pense qu'ils le mettent plus en complémentarité qu'en opposition parce que dans de la coélaboration de connaissances, il y a de l'apprentissage individuel, comme on le disait tantôt, mais dans le fond, c'est ce que eux disent, finalement, c'est que l'apprentissage, c'est un processus qui est essentiellement individuel, qui se passe dans la tête des gens. C'est quelque chose qui est difficile à observer, à moins de faire verbaliser les élèves, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Mais l'apprentissage, c'est essentiellement quelque chose de très, très intérieur à chaque personne.
Et dans le fond, la coélaboration, comme tu viens de le dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus collectif et qui vise à produire des artefacts qui sont davantage publics, qui sont davantage collectifs. Mais évidemment, quand on prend part à une démarche de coélaboration, comme il y a des individus qui y prennent part, bien, nécessairement ces individus-là apprennent quelque chose pour eux-mêmes de façon individuelle, en plus de poursuivre de façon intentionnelle, délibérée, un but d'avancement collectif. Donc, je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu plus clair pour moi, effectivement, le but. Je sais qu'on a perdu Jean-René, il devrait revenir peut-être des problèmes avec son sans-fil, alors il nous dit à bientôt, j'espère. Alors on va voir si on le retrouve dans les prochaines minutes. J'aimerais ça poursuivre sur ce que tu viens de dire, Stéphane. J'ai tenté de comprendre, mais ce que j'entends puis ce que je comprends, c'est que c'est un processus à apprendre. Puis apprendre, c'est aussi quelque chose qui est en dents de scie. Donc, qui monte et qui descend, on pense qu'on comprend, puis après ça, oups, on vient se faire une autre hypothèse apparaît ou un autre d'autres informations, puis là, oups, on vient mettre on vient remettre en question ce qu'on comprenait, puis je pense que il y a ça aussi qui se passe quand on est à la recherche, puis on s'ouvre à aller plus loin, puis à s'ouvrir aux connaissances des autres. Il y a un aspect public aussi dans ce que tu as nommé qui était le plaisir aussi d'être lu, d'être vu dans les connaissances qu'on peut partager. Je pense que ça l'aide aussi euh, à ouvrir davantage ou à stimuler davantage les élèves. En tout cas, moi, je pense ça. Puis, je pense que qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est d'amener nos élèves à utiliser un métalangage pour parler, pour expliciter le processus qui fait que ils collaborent, là, mais ils arrivent à aller plus loin dans leurs connaissances. Puis ça, trouver des mots ou des façons de faire pour que le COEF le propose ou amener en tout cas les enseignants à explorer ces pistes-là, en tout cas les expliciter assez pour que les élèves l'aient dans leurs mots lorsqu'ils vont plus loin dans leurs connaissances, lorsqu'ils élaborent leurs notes. Là, je pense que ça serait un beau défi. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup travailler à développer ça. Avoir accès au processus de l'élève. Donc, on amène l'élève à dire ça dans des mots, à amener à ce qui a concrètement fait avancer, élaborer leur pensée. Je trouve que ça, en tout cas, c'est une cible que moi, j'aimerais développer. Je pense que c'est une excellente cible parce que ça nous amène à toucher à toute la question des stratégies cognitives, métacognitives qui sont tellement reconnues, importantes dans la démarche d'apprentissage. Ce que tu me dis me fait penser un peu à une espèce d'analogie. Tu sais, si on peut jusqu'à un certain point, justement, prendre un regard méta, tu sais, sur ce qui est en train de se passer présentement, notre discussion, tu sais. Euh, pour essayer de distinguer l'apprentissage, la dimension apprentissage, la dimension coélaboration de connaissances. C'est-à-dire, bon, à quelque part, on peut considérer notre réunion d'aujourd'hui comme étant une espèce de... On s'est fixé un peu un but. Bon, il était peut-être pas aussi explicite que ça, mais à tout le moins implicite. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on essaie de comprendre un peu mieux ce qu'est la coélaboration et les principes de coélaboration. Ça, c'est un peu notre but commun. Bon, à quelque part, à la fin de notre rencontre, ou même présentement, on pourrait se dire, bon, ben, à quoi on est parvenu jusqu'à présent en termes de compréhension, en termes de savoir collectif? Qu'est-ce qu'on a atteint? Tu sais, ça fait quoi, pas loin d'une demi-heure qu'on jase? Donc là, moi, quand je parle comme ça, à mon avis, je parle plus en termes de coélaboration de connaissances. Tu sais, on a une discussion qui est en cours depuis une trentaine de minutes, et là, en faisant le point, en se disant, où est-ce qu'on est rendu collectivement par rapport à ça? À mon avis, là, on est plus au niveau de la coélaboration. Par contre,
on pourrait se dire aussi, ben, ça fait 30 minutes qu'on parle, et à la fin de la rencontre, on pourrait se dire, ben, qu'est-ce que chacun, comme individu, on a retiré de cette rencontre-là? Et je suis sûr que les choses seraient très, très, très différentes. Et là, quand on parle comme ça, là, je pense qu'on est plus au niveau de la dimension apprentissage, qui est un peu comme tu disais, Christian, tantôt, est davantage individuel. Ça se passe dans la tête de chacun. Donc, il y a comme deux niveaux, finalement. Tu sais, il y a un niveau de l'individu, c'est-à-dire quand je prends part à un processus collectif, ben même s'il est collectif, j'apprends des choses qui sont différentes de ce que vous êtes en train d'apprendre. Vous avez une réflexion personnelle présentement qui est différente de la mienne, que ce soit uniquement parce que votre bagage est différent, vos expériences sont différentes, mais en même temps, on a une situation qui est commune, on a un espace de dialogue qui est commun, puis ça en soi, ça nous permet à quelque part d'arriver à un produit, si je peux dire, pourrait en tout cas nous permettre d'arriver à un produit commun. Tu as dit, Stéphane, je m'amuse là, mais tu dis, tu fais une job de prof parce que tu es en train de guider ou de nous amener à faire une conclusion ou à faire comme une espèce de synthèse de, mettons, ce qui s'est déjà passé depuis une demi-heure, les buts, nous rappeler les buts ou ben non, par exemple, nos intentions, puis en arriver à se souhaiter ensemble collectivement une conclusion favorable. Et ça, de faire ce ramassage-là, là, c'est essentiel. Ça fait partie de ce que l'enseignant doit faire pour amener ses élèves à bien collaborer, à bien partager ses connaissances. Donc, je m'amusais à te le dire. Christian, c'est lequel le principe, justement, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a un principe, justement, qui concerne d'assez près ça. Évaluation en contexte. Ouais, il est où dans nos diapos? On pourrait y aller maintenant. C'est le cinquième de 5. Ah, Christy, je suis quand même très chanceux. J'ai cliqué purement au hasard. Ouais. Dans le fond, il est un peu formulé comme ça, mais ce que tu viens de dire colle tout à fait. L'importance de faire le point, de nommer les choses. Euh, et je pense que c'est particulièrement important dans le contexte d'utilisation du KF parce que, bon, on le voit, hein, les élèves prennent goût assez rapidement à écrire et très rapidement, souvent, on se retrouve avec un flux de notes, avec un nombre de notes qui est quand même assez important. Puis là, à un moment donné, la question que ça pose, c'est bon, ben oui, on a plein de notes, mais où en sommes-nous, justement? T'sais? Et on peut se dire, on a beaucoup écrit, mais encore, justement. T'sais. Puis j'ai même à un moment donné une personne qui disait, qui parlait, qui mentionnait que le discours, c'est quelque chose qui est très fluide. Hein? Le discours coule. Puis à un moment donné, c'est comme un peu une chute. Tu regardes la chute couler, mais à un moment donné, on aimerait comme pouvoir arrêter la chute, justement, la figer pour prendre une image, puis se dire, ah, OK, voici de quoi elle a l'air présentement, cette chute-là. Donc, ce principe d'évaluation un peu tout au long du processus me fait penser à ça également. Toi, dans ton expérience, France, vois-tu as-tu pu observer des façons efficaces de concrétiser ça avec les élèves? Quand on revient, quand on se donne le temps de faire un retour sur un retour visuel aussi sur qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, puis qu'on fait ressortir certaines notes et qu'on laisse la parole aux élèves, puis qu'on guide, parce que je trouve que c'est de se le partager, mais c'est surtout aussi de guider, je crois, parce qu'un enseignant, je pense que c'est un bon guide qui amène les élèves à faire comme à eux-mêmes trouver les réponses ou les éléments importants
à mieux faire ressortir. Donc, je pense que la façon qui était la plus parlante pour moi quand j'étais devant une classe d'élèves, c'était quand c'était eux qui prenaient la parole, puis que moi j'étais capable de les guider en faisant comme un retour dans ce qui avait été fait, par exemple, dans telle ou telle perspective. Puis ce qui est intéressant de faire, de se donner le temps de le faire, par exemple, au milieu du processus, puis peut-être en début, bien sûr, ou au milieu, mais à quelques reprises, pas juste une fois ou pas juste à la fin, parce que à chaque fois je l'ai fait dans le milieu, par exemple, des échanges qui ont été donnés, c'est sûr que ça fait en sorte de raviver tout ça, puis ça va beaucoup plus loin. Donc, je trouve que dans l'évaluation partagée, dans ce que vous avez proposé, il y a une guidance qui est pas juste souhaitée, je pense qu'elle est nécessaire si on veut amener nos élèves à aller plus loin. Donc, moi, c'était ça. Je dirais, France, est-ce que tu trouves que dans les élèves, et on pourrait décliner la réponse là, selon l'âge aussi, est-ce que par expérience, cette espèce de recul-là, de regard réflexif, est-ce que ça se fait assez bien ou est-ce que c'est comme où ça achoppe? Est-ce que les élèves le font, on dit tout au long, ou il faut comme le provoquer en faisant des retours en classe? Est-ce qu'ils l'intègrent de le faire comme tout au long du processus? Puis sinon, comment on pourrait l'améliorer? Non, je pense pas que ça se faisait de façon autonome, mais ce qu'on voudrait, c'est que l'autonomie se développe. Ça, c'est clair que c'est ce qu'on veut pour toutes les disciplines, pour toutes les matières. Mais dans la coélaboration, je pense qu'il y a comme un principe aussi où est-ce qu'on est... les élèves sont ce qu'ils sont, hein, ils sont fiers, ils veulent partager, ils en parlent même, tu sais, ça déborde du contexte du COEF, là, tu sais, ils en parlent... quand le sujet est passionnant, ils en parlent à la maison, ils en parlent à la récré, ils en parlent avec leurs amis. Mais je crois que c'est de se donner du temps pour qu'il y ait une photo qui soit prise à un moment donné pour dire wow, attendez, où est-ce qu'on en est rendu? Puis qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans? Ou est-ce que j'ai d'autres idées ou est-ce que j'ai d'autres alternatives? Puis souvent, amener les élèves à se dépasser, c'est aussi amener les élèves à remettre comme en cause un peu ce qu'ils croyaient dur comme fer qui était la vérité. Parce que quand on co-élabore nos pensées, nos idées, il y a plein de choses qui changent. Puis c'est normal, puis il y a une chance, parce que c'est ensemble qu'on arrive à aller plus loin. Donc, il y a comme une espèce de confrontation aussi, à un moment donné, puis une fierté, puis il y a aussi certains élèves, je pense, qui peuvent ça se fait dans le respect, là. Il y en a qui veulent pas le dire devant les autres. Pourtant ils l'ont écrit, puis c'est vu devant toute la classe, puis ils ont de la misère comme à défendre leur argument. Je sais pas trop en public, là. Donc, je pense faut favoriser aussi un contexte qui est propice à cet échange-là, puis prendre le temps de prendre des photos de ce qui est là devant nos yeux. Qu'il n'y a pas de recette magique non plus. Je pense se donner du temps. C'est pour ça que les Veritas Scardamalia parlent de principes, parce que ce sont des grands principes généraux, parce qu'on sait très bien qu'une démarche de collaboration, en fait, s'il y avait une seule et unique recette à mettre en œuvre pour arriver à quelque chose de magique, probablement qu'on ne serait pas ici aujourd'hui pour en parler, là. On aurait la recette, on l'appliquerait, puis ça marcherait à merveille partout. Donc, c'est l'intérêt d'y aller avec des principes qui sont plus des guides, des balises qu'une recette, justement. Puis quand tu parles aussi de prendre une espèce de photo, moi ce que je trouve que ce que je trouve ce qui est aidant là-dedans, en le faisant en cours de route et pas uniquement à la fin, c'est que ça aide les élèves à développer, puis Vincent pourra en parler parce qu'il travaille beaucoup là-dessus au niveau de sa maîtrise, mais ça les aide à faire preuve d'esprit critique. Et souvent, ça, à l'école, peut-être de moins en moins, mais historiquement, c'est beaucoup l'enseignant qui portait un jugement. Tu sais, l'élève faisait quelque chose, après ça, allait voir l'enseignant, c'est-tu correct?
Puis là, l'enseignant disait oui, c'est correct ou oui, c'est pas pire, tu pourrais faire telle affaire pour améliorer. Mais l'idée en coélaboration, c'est oui, évidemment, l'enseignant a une part de guidance à assumer là-dedans, mais c'est d'amener les élèves progressivement à être capables d'identifier, ben, c'est où sont les éléments qui accrochent dans notre travail? Quels sont les points de compréhension qui ne sont pas encore suffisamment clairs puis qu'on aurait besoin d'approfondir? Quelles sont des ressources qu'on pourrait consulter puis qui nous permettrait d'avancer. Donc ça, historiquement, traditionnellement, c'est un travail qui est beaucoup assumé par l'enseignant. En collaboration, on essaie de, tranquillement, pas vite, d'amener les élèves à le prendre en charge, ou à tout le moins à une partie de ça. Je pense que quand on regarde beaucoup de notes qui ont été écrites au fil du temps, c'est pas quand même quelque chose je pense, qui est facile pour les élèves. Là, on le voit. Souvent, les élèves vont quand même beaucoup écrire d'hypothèses, puis aller chercher des données sur le web. Mais cette espèce de de recul réflexif, dans le fond, sur qu'est-ce qui est écrit pour relancer l'investigation, élaguer les idées qu'on n'investigue pas, ou justement trouver celles qui sont orphelines qu'on veut creuser, cette espèce de relance, de guidance-là dans l'avancement, je pense que les élèves le font pas beaucoup. C'est quand même, c'est peut-être comprenable aussi, là, c'est quand même difficile dans leur développement, mais je sais pas si c'est ça, jusqu'à quel point où on peut se rendre. Probablement que peut-être c'est juste plus les leaders forts de la classe, j'ai pas l'expérience pour le dire, mais c'est peut-être quelque chose, j'ai l'impression qui est quasiment le plus difficile à travailler, d'avoir une espèce de leadership, je dirais, très bien distribué dans la classe, où ce soit les élèves qui prennent quasiment le rôle d'enseignant pour faire avancer puis relancer. Parce qu'il me semble que c'est quand même très souvent l'enseignant qui va aller relancer les élèves pour dire ah, peut-être d'ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, faire ça. Donc, c'est mon observation, là, mais je sais pas jusqu'où on pourrait se rendre avec les élèves du primaire en faisant ça. Sûrement qu'on pourrait en faire plus, mais comment? Bon, la discussion est lancée. Oh, Stéphane, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est comme quand on demande, par exemple, à certains élèves qui seraient capables d'élever le propos, là, on pourrait leur demander de modéliser comment ils se sont pris, comment ils s'y ont pris pour pouvoir réussir à faire ça. Parce que c'est quand même pas donné à tous les élèves d'être capables de le faire euh, de façon complète, là, de façon... le mot me manque, là, mais en tout cas. Puis c'est la même chose. Je pense que ça passe par la modélisation. Par exemple, l'enseignant pourrait modéliser quel genre de notes amène des pistes pour aller plus loin ou nous amène à faire, par exemple, oups, il faudrait y réfléchir ou est-ce que vous croyez que... Donc, je pense que les élèves pourraient, si l'enseignant prend le temps de devenir un modèle ça va amener la réflexion. En tout cas, ça va contribuer à la réflexion des élèves pour qu'ils puissent développer leur autonomie là-dedans. Puis la même chose pour élever le propos, à mon avis, c'est la même chose parce qu'on a un jour modélisé comment on élève le propos, puis comment le faire, puis on a amené nos élèves à devenir, en fait, autonomes à le faire. Donc, moi, je pense que c'est possible, mais c'est difficile. On est dans des processus cognitifs assez avancés, là. Vincent avait levé sa main tout à l'heure. Vincent, je ne sais pas si tu veux. Tantôt, il y a eu une petite barre, on dirait qu'il y avait un son. Il allait émettre un son. Alors, voyons voir si on va l'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que oui, vous m'entendez là? Excellent. Je disais que j'allais aller un peu dans la suite de ce que France dit, sinon je revenais en arrière, on pourrait être déphasé un peu avec le propos actuel. Mais effectivement, le type d'intervention dont on essaie de mettre le doigt dessus, à moins que vous l'ayez nommé alors que j'étais tantôt un peu absent parce que je répondais à quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être un peu les interventions de nature épistémologique, les interventions qui nous ramènent dans la démarche collective, les interventions qui centrent un peu, qui ont une espèce de préoccupation de l'avancement des connaissances, puis prennent un peu le pouls d'où on en est rendu dans la démarche, puis où est-ce qu'on veut aller.
ce type d'intervention-là, ce n'est pas celle qu'on voit le plus généralement dans le corpus que j'ai codé dans ma maîtrise. C'est pas celle qu'on voyait le plus. D'ailleurs, c'est celle que j'ai essayé d'amener à apparaître davantage par les échafaudages que j'ai proposés. Puis déjà, on peut observer qu'avec l'échafaudage, ça aide à prendre conscience de la démarche, puis on peut observer davantage cette préoccupation de l'avancement des connaissances. Donc, c'est une belle piste, les interventions épistémologiques. C'est pas facile à développer la conscience de la démarche parce que ça demande d'être conscient de où on veut se rendre puis où on en est rendu dans le processus. Mais il y a des façons de le faire. Puis je pense que l'outil KF offre les échafaudages qui offrent cette possibilité-là d'amener cette conscience de la démarche-là. Une difficulté accrue aussi, c'est quand tu mentionnes, c'est avoir conscience d'où on s'en va. Ce qui est particulièrement complexe, souvent en coélaboration, c'est qu'on encourage beaucoup les enseignants à travailler justement à partir de questions complexes, de problèmes qu'on va dire mal définis. Puis quand on parle d'un problème mal défini, c'est pas parce qu'on n'a pas pris le temps on n'a pas pris le temps de le planifier comme il faut, c'est tout simplement parce que c'est un problème justement qui est d'une complexité telle qu'on ne peut pas dire, ben voici exactement quel est le but qu'on doit atteindre. C'est-à-dire que le but va se préciser au fur et à mesure qu'on va en parler finalement. Et ça, il y a comme une difficulté accrue de ce fait-là, c'est-à-dire que le but initial est d'une certaine généralité, et plus on avance, ben plus en avançant justement, ça va nous permettre de préciser. Donc, pour les élèves, et les jeunes élèves, à mon avis, il y a un niveau de difficulté qui est supplémentaire là, dans ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Je pense que c'est en le faisant qu'on va les amener à gérer cette difficulté cognitive-là, finalement. Initiative de le faire. Je pensais en même temps, si je peux me permettre, là, la liste des questions là, qui sont dans le guide, dans le fond, qui ont été reproduites ici. Il y en a d'autres sur la page précédente, mais je sais peut-être que ça pourrait aider les élèves des fois à avoir ça à la mémoire. Je ne sais pas si on mettait ça en ligne ou pas loin du KF, assez accessible, où ça pourrait prendre la forme, certaines pourraient prendre la forme d'échafaudage, là, comme Vincent disait, là, un peu des échafaudages qui sont plus spécialisés, mais d'avoir ces questions-là pas loin, qui sont pas nécessairement, j'oserais dire, auxquelles ils ne pensent pas immédiatement des élèves plus jeunes, mais qui, quand ils les voient quand même, ils comprennent c'est quoi la question, puis vers où ils pourraient aller, puis peut-être de prendre cette habitude-là de répondre à ces questions-là, puis peut-être faire plus souvent des élevés de propos qui sont provisoires, qui ne sont pas des élevés de propos définitifs, mais peut-être une nouvelle note qui, tu sais, si on pouvait dire, je sais pas, moi, à toutes les semaines ou aux 2 semaines, il faut qu'on fasse comme le point sur où on est rendu comme classe, puis que tranquillement, puis au début, de cibler quelques élèves qui peuvent le faire, ou à tour de rôle, ou idéalement tous les élèves qui prendraient le leadership, l'initiative de le faire. Peut-être comme tout, un peu au début, le mettre à l'horaire, puis qu'après ça devienne un peu plus naturel. Je ne sais pas si ça pourrait être ça, mais est-ce que je pensais à ça en même temps qu'en France le disait, quand on fait des élevés le propos, oui, souvent on va rassembler ce qui s'est dit, mais on ne voit pas la démarche, on ne voit pas le processus que l'élève a suivi, la réflexion. Fait que s'il détaille, disons, Maxime a dit ci sur tel concept, mais là, c'est pas suffisant. Après ça, il y a eu Jean-François qui est allé en dire un peu plus, puis tu sais, de détailler comme des phrases, un peu un récit du processus. Ben, peut-être qu'on irait chercher un peu plus cette évaluation-là, elle serait peut-être un petit peu plus visible, là, alors que quand on voit juste le résultat, juste un rassemblement un peu des idées qui avaient été mises jusqu'à maintenant, on ne voit pas comment l'élève a réfléchi pour y arriver. C'était ma réflexion par rapport à ça. À voir que quand l'élève, par exemple, présente ce qu'il a fait, là, comment par exemple, il a élevé le propos, là, quand il prend le temps de l'expliciter à ses pairs, pourquoi il a choisi telle note plutôt qu'une autre, puis qu'il l'explique. C'est sûr qu'il pourrait l'écrire, mais s'il prend juste le temps de l'expliquer, il modélise aux autres. Il modélise comment il a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau, puis comment il est arrivé à ce constat-là finalement.
Et l'autre chose, je pensais à la question que tu as posée juste avant. Est-ce qu'on peut mettre cette liste-là de questions? Moi, j'ai eu une idée en même temps. Tant qu'à modéliser, vous pourriez peut-être prendre un exemple en classe d'une enseignante ou d'un enseignant qui est en train d'aider les élèves, qui fait de la modélisation, puis qui est en train d'aider ses élèves à devenir de plus en plus autonomes, puis il pose ces questions-là, puis les amène puis on pourrait, je pense que ça pourrait être vraiment parlant pour aider, en fait, tous les intervenants qui ont envie de développer ça, parce que c'est pas juste de voir la liste des questions, mais c'est de se dire comment je pourrais, par mes interventions, savoir exactement quoi faire pour amener mes élèves parce que tous les enseignants, là, ils ont des cibles très claires, mais souvent dans des problématiques ou dans des perspectives, on essaie comme de développer, puis là, oups, puisque c'est de la socio-constructivisme, les élèves, des fois, ça prend des détours dans lesquels on est plus ou moins, en tout cas, à l'aise de bien guider. Alors, si on a un exemple de modélisation, comment on amène par nos questionnements, nos discussions, comment on amène nos élèves à se poser des questions, à venir revérifier, je pense que ça pourrait être parlant. Ça pourrait nous aider à le faire, à le transférer dans la pratique, parce que ce qu'on veut, c'est pas avoir une classe parfaite où tous les élèves le feraient. On veut que nos élèves réfléchissent, puis on veut que les enseignants aussi soient capables de bien guider, parce que on aura tout le temps dans la classe toutes sortes d'élèves, de toutes sortes de niveaux, qui vont contribuer selon leurs forces et qui vont enrichir de façon différente le propos. Donc, moi, je vous lance ce défi-là, de filmer une enseignante qui va venir modéliser. C'est beau, cette belle pratique-là. Moi, ça m'intéresserait de visionner ça. C'est un très bon défi. Puis de fait, je pense que l'avantage, l'un n'exclut pas l'autre. On pourrait aussi avoir la liste, mais je pense que le gros avantage de pouvoir avoir un clip en contexte, c'est que justement, euh, ça montre aux gens comment le faire en situation réelle. Euh, Parce que, évidemment, le danger des listes, c'est que quelqu'un les prenne puis les applique là, de façon un peu machinale et de façon un peu bébête, si je peux dire, alors que ces interventions-là sont très, très contextuelles et on est vraiment dans du savoir, on est vraiment dans des connaissances conditionnelles, c'est-à-dire qui s'appliquent de façon très, très spécifique à un moment donné. C'est dépendant d'un mot ou d'une phrase très, très précise qui a été prononcée par l'élève. Puis là, l'enseignant arrive, puis tac, avec une intervention très, très pointue. Fait que ça, c'est clair que ce serait le gros avantage d'un clip. Ouais, on pourrait mettre une espèce d'affiche là, sur le site de DR, là, Wanted. Ou peut-être que dans un premier temps, je ne sais pas si on pourrait pas cibler aussi une activité, on pourrait peut-être cibler des interventions écrites par des enseignants. On a peut-être des enseignants qui sont un peu plus actifs que d'autres sur le KF, puis prendre par exemple une séquence de notes, montrer comment le discours se développe, puis dire, bon, ben voici là, à ce moment précis, lors de cette contribution, après cette contribution d'un élève, ben voici l'intervention que l'enseignant a faite pour essayer de recadrer les choses ou amener les élèves à nommer ce qui est en train de se passer et voici comment les élèves ont répondu à... C'est une autre piste, en fait la piste là, qui serait plus au niveau de l'intervention à l'écrit. Ben, c'est clair que de pouvoir trouver quelqu'un qui accepterait de se faire filmer, ça serait génial. Je reviens un peu dans le... Oui, vas-y, Christian. En tout cas, une autre réflexion que j'avais là, pour terminer, je me répète en tout cas, une autre réflexion que j'avais là, pour terminer, je me répète un peu, mais je pensais que ça me faisait penser un peu là, tantôt, un peu le tour virtuel qu'on faisait, on a fait en stage avec Thérèse, c'est-à-dire qu'après un trimestre,
qu'on avait discuté en stagiaire sur un concept qui était l'agent épistémique, justement, qui fait partie de l'élévation de connaissances. À la fin, on fait un tour virtuel, puis c'était comme une élevée de propos qui relate chronologiquement ce qui s'est passé de mois en mois, sur 4 mois, comment on a avancé, notre compréhension. C'était un peu plus, je pense que c'était pour laisser un artefact justement pour ceux qui allaient nous suivre. Mais c'est un peu à petite échelle, l'élever le propos quand il est bien détaillé par un élève, qu'on voit son processus, je pense que ça serait un peu ça, d'y aller chronologiquement, qu'est-ce qu'il fait. C'est sûr que si ça se passe en grande classe, souvent on va le faire devant le vidéoprojecteur, on a cette réflexion-là un peu, on regarde les choses, puis cette discussion-là, elle se fait de façon orale, puis il n'y a pas de traces. Mais dès qu'on travaille avec une autre classe, ça devient, là, il y a un besoin qui est authentique, là, de laisser une trace à l'autre classe, qu'est-ce qu'on a fait là? Pourquoi on a fait cet avancement-là? Fait que, pour moi, ça sonne un peu comme ça. Si j'allais enseigner avec ce principe-là, ça serait un peu comme un premier défi que je me mettrais, ça serait je pense, d'y aller avec les élevés de propos, peut-être un peu plus fréquents, qui sont peut-être, je dis à tort, là, élevés de propos, peut-être une note un peu qui t'envoie d'un vrai élevé de propos, mais justement qui rassemble un peu ce qu'on vient de faire là, ces derniers temps, puis pour recadrer les choses. Fait que, c'est ça à quoi ça me faisait penser. On est en... En fait, je reviens un peu là, dans le temps, peut-être pour passer à un autre principe. Je vois aussi que le temps file. France, tu dois quitter. Je ne t'ai pas fait nous signe. Mais quand tu mentionnais un peu plus tôt là, l'importance de créer une espèce de climat où tout le monde est à l'aise, puis tu donnais l'exemple de certains élèves qui sont peut-être moins à l'aise de justifier, d'expliquer leur point de vue à l'oral, bon, etc., etc. Ça, je trouve ça rejoint en partie ce principe-là de collaboration, complémentarité des idées. Et moi, je dirais que dans mes propres utilisations avec les étudiants ici à l'université, les stagiaires, une chose que je mets bien claire au début quand on commence à travailler avec l'outil comme ça en contexte de co-élaboration, je fais vraiment la distinction entre collaboration puis compétition. Parce que souvent, quand on entend on entend parler de forum, la première image que les gens ont, c'est forum égale débat. T'sais. Et là, dans un débat, il y a nécessairement des gens qui sont pour, nécessairement des gens qui sont contre. Et là, c'est qui tire le plus fort sur le bord de sa couverte. Bon, comme on disait en début d'intervention, on peut utiliser le KF pour faire des débats, pour travailler l'argumentation avec les élèves, en français, par exemple. Mais quand on est dans un contexte de collaboration, je pense que c'est vraiment important de présenter, de distinguer ça dès le départ. C'est-à-dire qu'on est ensemble, puis on n'est pas là, dans le fond, pour faire valoir son idée au profit des autres. L'idée, c'est comment peut-on trouver ensemble la meilleure idée, celle qui est la plus plausible, qui nous semble la plus valable, pour laquelle on a les meilleures raisons de croire que entre guillemets, c'est la vérité ou la bonne réponse, si je peux dire, sans trop être dogmatique. Mais ça, je pense que c'est important de positionner ça. Je ne sais pas si vous avez différentes expériences positives ou moins positives par rapport à ça, mais ça, en tout cas, pour moi, dans ma pratique, c'est un élément qui est assez fondamental. Là, finalement, c'est une question de savoir-être, puis on est là pour justement être ensemble, faire ensemble. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Il peut y avoir des points de vue différents, mais le but, dans le fond, c'est pas de faire passer mon opinion comme étant la meilleure. Le but, c'est de contribuer au discours pour arriver à une réponse collective qui est la plus étoffée, si je peux dire. Je pourrais même dire que l'expérience que j'ai aussi, c'est que les élèves baignent dans une culture des médias sociaux sans limite et qu'au contraire, il faut développer ils sont très critiques les uns envers les autres, puis ça l'empêche certains qui auraient des bonnes idées de les partager.
de façon libre, parce qu'on, bien sûr, quand on utilise le COEF ou n'importe quel un enseignant, il doit parler du code d'éthique, puis comment on se comporte quand l'un quand on reçoit ou quand on écrit aussi sur la plateforme. Mais il faut amener les élèves à avoir assez confiance qu'ils peuvent être démocratiquement parlant, là, être tout le monde habile, peu importe le mot, le langage qu'ils utilisent, à dire ses idées. Peu importe la façon, finalement, tant qu'elle est respectueuse. Fait que ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est à travailler. Euh, Développer la confiance puis la démocratie là-dedans. Bien sûr, c'est pas juste individuel, c'est pas juste mon idée qu'il faut qu'il passe, mais c'est aussi donner une voix pour tout le monde. Ça aussi, c'est un défi à développer. Tantôt, je repensais à ça, mais qu'il y avait un ou une élève qui osait pas dire publiquement quelque chose qui pourtant il était écrit dans le forum, dans le fond. C'est un peu drôle, ça fait partie du climat de confiance, mais on l'a souvent entendu quand même que c'est comme une place peut-être qu'on se sent un peu moins gêné. Il y en a les plus timides qui lèvent jamais la main en classe vont peut-être oser un peu plus dans le forum. Puis c'est sûr que c'est fondamental. C'est le c'est le concept, c'est le principe numéro un, mais c'est-à-dire que c'est le premier qu'on présente, mais il n'y a pas de séquence comme telle, mais c'est quand même, je pense, fondamental avant tout. Là, c'est vraiment le climat de classe là, qui va aller, qui, qui, euh, qui va régir tout le reste de la collaboration, dans le fond, qui va permettre même. Fait que je trouvais ça quand même. On l'entend souvent, les élèves là, qui sont timides, puis qui le sont moins dans le CAEP. Ben, même encore de nos jours, parfois, il y a des jeunes qui sont tellement de la génération qu'on appelle texto, hein, ils trouvent ça plus simple d'écrire qu'est-ce qu'ils ont à dire que de communiquer directement avec leurs amis, de les appeler. Fait qu'il y en a qui, le raccourci du texto va souvent être privilégié sur celui de la parole parce qu'ils se réfugient là-dedans. Fait que c'est certain que apprendre à s'affirmer, c'est une chose, hein. Puis apprendre à s'affirmer aussi collectivement dans le KF à plusieurs, c'est quelque chose parce que même cet esprit de ne pas avoir peur d'avancer quelque chose, puis c'est quelque chose que même au baccalauréat ou à la maîtrise, il faut faire face parce que particulièrement au deuxième et troisième cycle, parce qu'on amène des idées, puis faut s'habituer dans le fond à être critiqué, puis à voir que c'est d'une manière constructive pour progresser nos idées. Fait que cette démarche-là, cette idée de progression des idées, on y fait face au deuxième, troisième cycle, puis c'est quelque chose que les jeunes vont gagner à explorer plus tôt dans leur vie. Parce que ne pas avoir peur d'avancer des idées puis de cheminer à travers ce que l'autre, à travers le regard de l'autre, parce qu'en complémentarité des regards, en complémentarité un peu des connaissances qui vont pouvoir collectivement se compléter pour avancer dans quelque chose de plus réfléchi, plus éclairé, ben, c'est une démarche qui est fort je cherche un qualificatif pour décrire la démarche, mais c'est une démarche qui est très intéressante, que les jeunes gagnent à explorer tôt dans leur vie, parce que d'attendre d'être rendu plus loin dans sa vie pour explorer une telle démarche qui nous permet vraiment de faire gagner une certaine crédibilité à ce qu'on avance, parce qu'on passe à travers un cheminement critique, c'est ça qui est intéressant. Puis je le soulignais comme ça. Là. À moins que je commence à me répéter, je vous passe. Juste Oui, une petite vas-y, remarque, c'est Christian. jusqu'à l'inverse de ce qu'on disait plus tôt. Je pense qu'on peut voir moi, j'ai vu l'inverse dans le KF, c'est-à-dire des élèves qui sont assez irrespectueux dans leurs annotations envers d'autres élèves. Fait que ça, c'était un piège à surveiller aussi, peut-être. Alors que, quand je dis la situation inverse, c'est qu'il y a peut-être un élève qui n'aurait pas rétorqué rien à l'autre en grande classe, mais là, il s'en permet dans le KF, puis il me semble que des fois, je trouvais ça assez violent, je dirais même, là, quasiment, là, tu sais, quelqu'un qui va dire, ah, ça n'a pas rapport à ce que tu écris, puis, fait que, tu sais, surveiller ça comme enseignant, c'est sûr qu'on le voit passer, mais quand même quelque chose à garder en tête, que ça se vit, ça se voit. Puis souvent, ça va être ceux qui vont comme les classes qui vont commencer ou qui n'ont pas beaucoup de notes. Je sais pas si j'imagine que ça rentre dans l'ordre avec le temps, mais quelque chose quand même aussi à surveiller, l'inverse. Un commentaire un peu. Là. Tout
tout à fait. Puis, tu sais, ça me ramène un peu avec mon regard, un peu gestion de classe, mais tu sais, puis je pense que ce que tu mentionnes rend encore plus légitime l'importance de prendre du temps avec les élèves pour parler de ces principes-là. Pas nécessairement en utilisant le jargon là, qu'on voit à l'écran, là, mais évidemment en trouvant des mots qui vont parler aux élèves, parce que je veux dire, ces principes-là, finalement, ce sont des balises, ce sont des pistes qui vont, qui vont qui vont organiser la vie de classe, finalement, si on peut dire, en contexte de coélaboration, puis par rapport auquel on va pouvoir gérer l'activité, à la limite même gérer les comportements. Donc, si on ne prend pas le temps d'expliciter ça aux élèves, on risque de se retrouver avec plus de commentaires un peu là, comme ceux dont tu viens de parler, là. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à un élément du design du KF que je trouve intéressant, qui rend parfois certaines personnes un peu rébarbatives au début, quand on se branche là, en mode là, plus neuronal, là, en mode neuronal, où on peut déplacer les notes. Souvent, les gens, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont dire, si je déplace une note, est-ce que ça se déplace sur l'écran de tout le monde? Puis là, quand ils apprennent que oui, ben moi, je trouve que ça induit une espèce de respect collectif. T'sais. Là, on devient soudainement un peu plus timide. Puis là, on prend conscience que, OK, là, je ne suis pas tout seul là, dans cette patente-là. Là, bon, on s'est retrouvé avec certains cas de gestion à faire, gestion de comportement. Je me souviens d'un cas. Un cas assez mémorable, là, mais ils sont quand même ils sont quand même pas si fréquents que ça, là, mais je trouve que ça envoie quand même un message là, quand on fait prendre rapidement conscience aux élèves de cette dimension collective, là. Que l'élève avait de pouvoir faire le ménage, tu sais, comme replacer un peu les notes. Parce que des fois, c'est dur à lire, c'est dur à comprendre, là, tu sais, en mode neuronal, là. Parce que c'est le mode qu'on a privilégié, nous, le plus, là, dans notre façon de le présenter à l'élève. L'élève aime bien ça aussi, de voir le lien entre la suite. Je trouve que c'est très imagé pour les élèves. C'était un privilège pour certains élèves, ou le privilège du prof même de déplacer les notes pour que ça puisse être au service de tout le monde, finalement. Puis, je pense que c'est pas possible d'utiliser le KF sans une espèce de code d'éthique ou un enseignement de respect de l'autre, de respect de la pensée de l'autre aussi, là. Je pense que ça, c'est clair que c'est à mettre en place en partant, là, dès le départ. Puis des élèves qui ont exagéré, qui avaient un langage ou qui étaient irrespectueux envers les autres, ben, ils pouvaient perdre le privilège d'être un scripteur. Ils devenaient un lecteur, puis là, pour un moment donné. Et après ça, ils reprenaient ce droit-là, parce que c'est un droit qui se mérite. Puis là, souvent, la leçon, elle était donnée parce qu'il y avait pas pu contribuer alors qu'il aurait aimé le faire. C'est souvent quand on peut pas qu'on a plein de choses à dire. Fait que ça a été aussi bien parlant pour des élèves quelquefois. Le droit de lire ce qu'ils ont. Fait que là, c'est comme le supplice de la goutte d'eau. Carrément, très intéressant en termes de toujours dans ma petite chire gestion de classe, là, mais comme je trouve que ça représente assez bien le principe de conséquences logiques, tu sais. C'est plutôt que de carrément écarter l'élève du KF, tu sais, c'est que l'élève, dans le fond, c'est qu'on dit, regarde, tu as de la difficulté à écrire convenablement. Bon, ben, on te coupe momentanément l'accès à l'écriture, tu vas réfléchir à ça, puis tu reviendras, puis pendant ce temps-là, ben, tu es capable de lire correctement, ben, tu continues à faire ce que tu es capable de faire. Lire aussi, hein? Lire les notes pour pas, tu sais, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, prendre un temps pour le faire, puis après ça, pouvoir écrire. C'est bien simple
pourtant, c'est le principe de base pour comprendre le fonctionnement de la coélaboration des connaissances, parce que moi, j'obligeais les élèves à lire. Puis après ça, on essayait au départ de prendre un temps pour pouvoir dire ce qu'on en comprenait. Tu sais, au début, là, quand ils comprennent pas le principe du coef, on les aide comme ça en les guidant, mais ça prend absolument des bons lecteurs qui vont prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui est écrit avec les mots des élèves, donc de se trouver un chemin là-dedans, puis après ça, d'ajouter à l'échange. C'est historiquement, justement, ça va vraiment à l'encontre de ce qui se passe dans une classe traditionnelle, tu sais, où on veut que tout le monde apprenne la même chose, récite la même chose, de la même façon, en utilisant les mêmes mots, les mêmes lettres, les mêmes expressions. Tu sais. Moi, je revois là, les belles feuilles là, de remplissons les blancs. Là. Une question avec une ligne de réponse, puis il fallait que tout le monde écrive exactement les mêmes mots. Ben, tu sais, je trouve que ça bon, on a tendance à s'éloigner de ça là, quand même. Là. Je pense en tout cas. Mais, euh, mais je trouve que l'approche de coélaboration là, nous tire vraiment à ça. Là. Vincent, c'est pas bonne question. La classe traditionnelle, je dois dire que ça se passe beaucoup encore au secondaire, messieurs. Malheureusement. Êtes-vous des enseignants du secondaire? Mais je trouve que le rôle de l'enseignant, parce qu'il est titulaire de classe, par exemple, au primaire, généraliste de toutes les disciplines, passe 5 jours par semaine ou 4 jours par semaine avec leurs élèves, favorise une gestion de classe plus ouverte, plus collaborative. Mais au secondaire, plusieurs groupes enfermés dans ta discipline, je pense qu'il y a encore malheureusement beaucoup de fonctionnement de classe traditionnelle. C'est au grand malheur de notre clientèle actuelle, ça correspond plus en tout cas, ça c'est mon avis, là. Je le partage ici sur la place publique, mais je trouve que ça correspond plus à la clientèle qu'ils ont devant eux. Donc, malheureusement, ça existe encore. Assez d'accord avec toi. Puis le primaire a nettement une avance là, par rapport à. Puis moi, en fait, ce qui me questionne, c'est les élèves du primaire qui arrivent au secondaire puis qui retournent un peu dans pauvre enfant. Ça ne doit pas être facile. Même l'utilisation de la technologie dans l'enseignement. On le voit, là, il y a comme une émergence là, qui se passe avec les TBI qui se mettent en place quand même, bon, de façon provinciale, je sais pas, à cause de notre premier ministre, mais ça c'est une autre blague, mais l'utilisation de la technologie, elle n'est pas si répandue que ça, et c'est très étonnant. Moi, je trouve que c'est le médium de notre clientèle. C'est une façon de les motiver, de les attirer, de les rendre présents de corps et d'esprit en classe. Moi, en tout cas, j'aurais de la misère à m'en passer en enseignant, là. Puis la technologie est encore trop peu utilisée, à mon avis. Puis au secondaire aussi. Je disais par rapport à ça en introduction, c'est comme si il y a comme les deux côtés de la force. Mettons quand plus le traditionnel, les deux je complète là, quand tu fais une pédagogie avec les deux, mais c'est comme si c'est bien personnel, là, mais c'est comme si avant tu avais juste un côté, puis là actuellement, je veux dire, quand on pense un peu plus qu'à la personne de connaissance, on laisse la place aux élèves qui avaient pas avant, qui leur revient quand même. Ça peut pas être probablement pas 100%, ça peut pas être 100% du temps. Je pense que ce serait irréaliste
Fait que plus que le programme devient serré, plus qu'il y a des contenus à faire apprendre, moins que le temps, plus le temps se fait rare, moins qu'il y a de latitude, mais en ayant les deux, là, moi, je trouve ça un peu comme un équilibre entre deux pesées. Puis avant, il y avait comme juste un côté de la balance. C'est mon opinion personnelle. Il faut juste construire à partir de ce que c'est. On fait juste comme un peu un état des choses. Puis de toute façon, on va aller dans cet équilibre-là avec. On va construire à partir de ça. Sage propos. Même. Ouais, c'est ça. Différentes questions dont vous aimeriez qu'on parle en lien avec les principes. Est-ce qu'il y a des choses qui piquent votre curiosité ou, je sais pas moi, des choses des enjeux particuliers? J'aurais J'aurais peut-être une question à savoir, quelles critiques sont faites au modèle de collaboration de connaissances? Est-ce qu'il y en a et à quoi ressemble-t-elle? La principale, je me souviens un été, quand on était allé à Toronto pour l'école d'été là, sur la coélaboration, je me souviens à un moment donné, Marlène Scardamalia est arrivée avec il y a un article de journal qui avait été écrit un peu là, par rapport à ça. Et il était accusé un peu que c'était une approche qui était lente à accoucher. Tu sais. En fait, là, l'article ne parlait pas nécessairement uniquement de la coélaboration. Moi, je pense qu'il parlait plus généralement des approches basées sur le socio-constructivisme. Tu sais. Il disait, ben, pourquoi, dans le fond, amener les élèves à faire toute cette démarche-là, alors que finalement, on peut, tu sais, leur donner le résultat final, leur demander de mémoriser, puis économiser un temps fou. Tu sais. Donc, je me souviens de l'expression un peu là, qui avait été utilisée, je pense que c'était slow constructivism. Là, tu sais. C'était une approche tu sais, ça, qui était lente, qui demandait du temps avant d'accoucher de quelque chose, finalement. Mais bon, moi, personnellement, je pense que ça Bref, cache davantage une ignorance du processus d'apprentissage qu'autre chose. Là. Pas ce que vous en pensez. ça semble, sans vouloir trop citer celui qui dit que apprenez-leur à pêcher plutôt que de leur donner le poisson, vous savez un peu, c'est un peu, l'idée du principe de leur apprendre à penser. Moi, je déplore aussi le fait que les recherches en éducation euh, démontrent que le socioconstructivisme n'aide pas la réussite scolaire, n'aide pas blablabla. Et sont vraiment sont pas des enfants de cœur avec tout le sujet socioconstructivisme là. Puis moi ça me touche beaucoup parce que je trouve que c'est le principe même, c'est le principe fondateur du réseau, hein, de ce qu'on souhaite développer. Puis je trouve que ce qui manquerait, c'est vraiment je sais pas, peut-être que je suis pas assez au courant non plus de toutes les recherches qui sont là sur le plancher, mais des recherches qui prouvent, oui, peut-être que c'est lent, ça c'est vrai. Puis c'est vrai que, comme dit Vincent, je préfère apprendre à pêcher, puis peut-être avoir faim longtemps que de manger un poisson que je ne saurais pas comment faire pour le prendre. Mais j'aimerais ça que il y ait je sais pas, y a-t-il des recherches qui prouvent que par la coélaboration, la socio-construction, il y a on amène nos élèves à mieux réfléchir, à mieux collaborer, à mieux être un citoyen sur sa planète, je sais pas. Est-ce qu'il y a des recherches qui le prouvent? Dans
voyons, dans les recherches pointues qui avaient été faites entre autres par les gens de Toronto, les résultats auxquels ils arrivaient, c'est que les élèves apprenaient la même chose, apprenaient les mêmes choses du programme pour une même activité, menée évidemment de façon différente, mais l'avantage au niveau de la coélaboration, c'était, ce qu'ils remarquaient, c'était un apprentissage de connaissances qui était plus vaste. C'est-à-dire qu'ils s'appropriaient les concepts en lien avec une question particulière, mais le fait, évidemment, de pouvoir discuter, puis parfois élargir un peu, ben, ça les amenait à être en contact avec d'autres sujets, finalement, d'autres concepts peut-être un peu plus périphériques. Donc ça, c'était des études menées à Toronto. Plus près de nous, tu sais, quand je regarde un peu ce qui a été fait dans IER, au niveau de la capacité d'explication des élèves, ça, on a des beaux résultats là, par rapport à ça, où des élèves finalement qui ont travaillé sur le KF, des élèves qui ont pris part à un discours riche sur le KF, en d'autres mots, qui n'ont pas écrit des niaiseries, ben, quand on les interroge après coup, individuellement à l'oral, ben, ces élèves-là sont capables d'expliquer davantage, puis plus en profondeur, des concepts qui ont fait l'objet de l'activité d'apprentissage sur le KF. Donc ça, c'est quand même pas rien. Mais bon, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Moi, à chaque fois que, je sais pas, moi, je trouvais que les élèves étaient plus motivés, étaient plus engagés aussi dans cette recherche-là, par exemple. C'était pas juste, tu sais, quand on construit nos savoirs, c'est parce qu'on donne la place à tous pour pouvoir en ajouter, avoir un rôle là-dedans. En tout cas, être engagé, c'est aussi apprendre. Tu sais, moi, pour moi, c'est tellement évident, mais je déplore vraiment le fait que la recherche amène pas ça de façon tu sais, aussi évidente que pour moi, disons. Mais c'est ça, je trouve que ça manque parce que les gens se fient beaucoup, je trouve, aux données de la recherche pour écarter certains mouvements ou certains principes, puis je trouve ça dommage. Moi, je vois l'heure et je vais devoir quitter très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est à vous trois. C'est pas parce qu'on était peu que c'était moins intéressant. À produire une affiche, ça Merci. va peut-être conclure en lançant l'idée. Stéphane, hier, on discutait de ça, puis on pensait peut-être à produire une affiche, en tout cas, recenser, voir si les enseignants pourraient trouver ça, ils trouvent que ça pourrait être utile. Mais peut-être produire une espèce de visuel, si on ramène ça, les 12 principes à 5, produire un visuel peut-être qui pourrait être imprimé, habiter la classe pour rappeler aux élèves un peu c'est quoi, ce sur quoi ils font de leur démarche, puis donner du sens un peu à ce qu'ils font. C'est pas pour toutes les classes, mais en tout cas, c'est un sujet qui pourrait revenir. On songeait à ça, là. L'idée a été lancée hier. Alors, l'idée est lancée, puis on va voir où elle va nous mener. On pourrait peut-être faire une rencontre spécifiquement là-dessus, tu sais. Ouais, Co-création. Ouais, Co-création de. d'une affiche sur la collaboration. Mais pour savoir comment rejoindre un peu plus les élèves avec ça. Donc, c'est bon. Ben, merci beaucoup, France. Au plaisir de se revoir bientôt. Puis merci à vous tous aussi d'avoir alimenté ma réflexion aussi dans ce sens. Merci Christian d'avoir participé à l'élaboration de cette activité. Alors, ben, bonne fin de journée. Merci. Il n'y a pas eu de merci à Stéphane d'avoir animé d'une main de maître. Alors, on se souhaite une bonne soirée. Puis à bientôt.